Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le traditionnel point de presse du ministre porte-parole du gouvernement a eu lieu ce mercredi 26 juillet dans la salle de conférence du ministère du Commerce. Objectif, faire le point des points saillants du Conseil des ministres du jour. Amadou Kamara et Mohamed Sidibé. Ce 13e numéro du point de presse hebdomadaire du ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, s'est tenu ce mercredi 26 juillet dans la salle de conférence du ministère du Commerce qui avait à son ordre du jour des importants projets adoptés en Conseil des ministres. Selon le ministre du Commerce, M. Abdelkarim Konaté, l'adoption de ces deux projets de loi vont permettre au climat des affaires de connaître un bon dénouement quant à la stabilité sociale. C'est tout le monde qui doit contribuer à améliorer ce climat des affaires. Parce qu'il ne faut pas faire peur à l'investisseur. Celui qui vient avec son argent prend déjà un risque en venant. Donc en venant, il vient investir. Donc si déjà il ne trouve pas sur place un certain nombre de mesures qui puissent lui dire, bon voilà, c'est un pays sur lequel je peux compter en termes d'exonération fiscale, en termes d'accueil, en termes d'emploi qualifié, parce que le climat des affaires aussi, tout ça c'est vrai. Si vous voulez faire une usine de carreaux, il faudrait que vous trouviez effectivement le personnel technique formé pour ce faire. Pour que vous ne puissiez pas être là, encore former les gens pour les amener dans votre usine. Donc, à ce niveau, je pense que des efforts énormes ont été faits par le ministère en charge de la question. Donc, cet exercice, s'il plaît à Dieu, va continuer. Et je ne cesserai jamais de vous remercier et de vous féliciter pour tout l'intérêt que vous portez pour cet exercice. Encore une fois de plus, merci beaucoup et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Sur le rapport du ministre du Développement industriel, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un projet de loi portant création du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire et le décret portant organisation et fonctionnement du dit centre. Alors, il convient de rappeler que le centre, appelé le CDA, existe déjà dans la nomenclature des services publics de l'État sous le statut de services rattachés. Le mois de mars dernier, nous avons présenté et soutenu une communication écrite portant sur la création de centres d'incubation avec un projet pilote pour le cadre de SICASO. Vous comprendrez que tout ça, en réalité, participe, bien sûr, sous l'impulsion du président de la République, que le Premier ministre s'est engagé, n'est-ce pas, dans la déclaration de politique générale, à l'accélération du développement industriel. Donc c'est avec bonheur que le Conseil des ministres a adopté ce texte qui va permettre effectivement d'aller intégralement dans l'opérationnalisation de cette déclaration de politique générale. Concernant le ministère du Travail et de la Fonction publique, sur le rapport du ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le montant mensuel de la prime de fonction spéciale allouée au personnel de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail que le gouvernement a signé le 16 avril 2017 avec les syndicats du secteur. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a eu l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil des ministres aujourd'hui un projet de décret qui a aussi été adopté, fixant le montant mensuel de la prime de fonction spéciale dans le secteur de la santé, c'est-à-dire le ministère de la Santé, pour les agents du ministère de la Santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Et donc, ceci s'inscrit régulièrement dans la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement avec les syndicats et les organisations syndicales de façon générale, c'est-à-dire les centrales syndicales. Vous aurez remarqué ces temps-ci que le gouvernement, conformément à la déclaration de politique générale du Premier ministre et conformément aux orientations du président de la République, que le gouvernement s'est attaqué à tout ce qui touche la stabilité sociale.
Et ce volet constitue l'axe numéro 2 de la DPG et aussi la deuxième orientation donnée par le président de la République au nouveau gouvernement. Signalons que ce 13e numéro du point de presse hebdomadaire du ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, s'est tenu dans une ambiance bon enfant car les questions de compréhension des journalistes ont permis aux différents ministres de donner des explications à ces différents projets de loi adoptés en Conseil des ministres qui vont dans l'apaisement et la stabilité sociale des travailleurs du Mali. Un communiqué de l'aménagement annonce la mort de 2 casques bleus allemands ce mercredi 26 juillet 2017 dans la région de Gao. Selon Mohamed Saleh Anadif, chef de l'aménagement, cette défaillance technique serait à l'origine de ces crashs. Alors pourquoi ces crashs est-il arrivé? Dossier complet signé Al-Hamidou Badini. Le crash d'un hélicoptère dans le nord du Mali, mercredi, a coûté la vie à 2 casques bleus allemands. Un drame qui survient alors que de nouveaux affrontements ont été signalés dans la région. Dans un communiqué, le chef de l'aménagement, Mohamed Saleh Anadif, avait auparavant annoncé avec consternation la survenue d'un crash d'hélicoptère de la mission onusienne, mercredi 26 juillet 2017, en début d'après-midi au sud de Tambakor, dans la région de Gao. Nous sommes bouleversés par ce crash, avait-il ajouté. Les indications préliminaires font état d'une défaillance technique. Les enquêtes ouvertes détermineront les circonstances exactes du crash, précise le communiqué de la MINUSMA. À New York, au siège de l'ONU, un porte-parole a expliqué que l'hélicoptère s'était écrasé alors qu'il surveillait des affrontements au sol. Tension entre manifestants et forces de l'ordre au Venezuela. Ce mercredi 26 juillet, le bilan fait état de 2 morts au cours des affrontements. Commentaire Abdul Karim Sako. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté mercredi 26 juillet au Venezuela, faisant 2 morts pendant la grève générale de 48 heures organisée par l'opposition contre l'élection dimanche d'une assemblée constituante. Les 2 victimes sont un jeune de 16 ans mortellement blessé à Caracas et un homme de 30 ans tué par balle dans l'état de Mérida, ouest du Venezuela. Le bilan humain s'élevait déjà à 103 morts en un peu moins de 4 mois, sans compter des milliers d'arrestations et des milliers de blessés. Les images visibles sur les réseaux sociaux montrent des rues, des avenues et des voies rapides pratiquement désertes, des commerces fermés et des barricades empêchant d'emprunter les grands axes. L'enjeu pour l'opposition, augmenter la pression sur le président Nicolas Maduro à quelques jours de l'élection de la constituante. Selon les chiffres de l'opposition, cette grève générale fait mieux que celle de la semaine dernière. L'opposition n'entend pas pour autant baisser le rythme. La fin de la grève générale est prévue à 6 h vendredi matin et d'ici là, elle a encouragé les Vénézuéliens à multiplier les blocages ce jeudi ou à rester chez soi pour rendre les rues encore plus désertes. Comme tous les jours, nous refermons les journaux par l'actualité africaine. Voyons tout cela ramassé et commenté par Amadou Diallo. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité africaine de ce jeudi 27 juillet 2017 que nous ouvrons avec le Nigeria. Depuis 80 jours maintenant, le chef de l'État Muhammadu Buhari est au Royaume-Uni pour des raisons médicales. Depuis une dizaine de jours, il est autorisé à communiquer sur les personnes lui rendant visite. Ce fut d'abord son épouse Aïcha Buhari, puis le président par intérim Yemi Osinbajo. Dimanche dernier, les membres de sa majorité présidentielle ont pu partager un repas avec lui. Mercredi 26 juillet, 7 gouverneurs dont 2 de l'opposition ont rencontré le président Buhari dans sa résidence officielle de Londres. Des visiteurs tout sourire et un président montrant sa joie de les recevoir. En diffusant les images de 2 gouverneurs de l'opposition aux côtés de Muhammadu Buhari, le service de communication de la présidence espère réduire les interrogations autour de la santé du chef de l'État nigérian. Jusque-là, dans son séjour actuel en Angleterre, le chef de l'État n'avait seulement reçu que des proches de sa famille ou de sa majorité politique. Or, de nombreuses voix ces dernières semaines questionnaient très fort l'invisibilité du président Buhari, comme par exemple celle d'Ayodele Fayos réclamant sa démission immédiate. Premier candidat déclaré au présidentiel de 2019, Ayodele Fayos est une des figures montantes du PDP, le Parti démocrate populaire.
L'actualité politique au Kenya, à 2 semaines des élections générales présidentielles, législatives et assemblées locales, les agents de la commission électorale suivent une formation intensive avec notamment l'apprentissage du cadre légal, des réactions à adopter en cas d'irrégularité, mais surtout l'utilisation des tablettes tactiles qui serviront à l'identification des votants puis à la transmission des résultats. Malgré les inquiétudes de l'opposition qui craint qu'une défaillance de la technologie ouvre la voie à des trucages, la commission compte sur ces nouvelles tablettes pour assurer des élections crédibles. Une cinquantaine d'agents penchés sur les tablettes tactiles écoutent attentivement les instructions du formateur. Les quelques 45 000 tablettes commandées par la commission de la société française Safran permettent en effet de vérifier biométriquement l'identité des votants puis de transmettre les résultats au centre de décompte national en toute transparence selon Martin Wachira, le formateur. Rappelons que lors des dernières élections en 2013, de nombreuses défaillances techniques avaient sémé le doute quant aux résultats de l'élection. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penchait ce mercredi 26 juillet sur le cas du Burundi. Un an après le vote de la résolution 23-03, pas un seul des 228 policiers autorisés n'a été déployé dans le pays. Lors de consultations à huis clos, le Conseil a mis l'accent sur la dynamique positive trouvée avec les autorités de Bujumbura par le nouvel envoyé spécial Michel Kafando. Les membres du Conseil n'ont néanmoins pas réussi à se mettre d'accord sur l'adoption d'une déclaration présidentielle, preuve que la question burundaise ne fait toujours pas consensus. Officiellement, l'heure est à une relation plus apaisée avec les autorités du Burundi. Son ambassadeur à l'ONU, Albert Sinjiro, s'est d'ailleurs montré enclin à une reprise du dialogue avec l'organisation après 2 ans de crise ouverte, faisant même du retour du Bureau des droits de l'homme à Bujumbura l'une des priorités. Pas question de briser ce nouvel élan positif. Les diplomates ont donc joué une partition difficile, reconnaissant pour certains des progrès sécuritaires tout en soulignant leur inquiétude face aux violences répétées des droits de l'homme dans le pays. Officieusement, le Conseil voit surtout Bujumbura acculé par une crise économique qui pousse le pays à tendre la main à nouveau à l'Union européenne et à l'ONU. Et pour boucler l'actualité africaine, en Tunisie, la loi relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée mercredi 26 juillet par l'Assemblée des représentants du peuple ARP à l'unanimité. Fiers, émus et surtout soulagés d'avoir remporté une importante victoire, les députés essentiellement issus des rangs démocrates ne cachaient pas leur joie ce mercredi. Depuis 3 ans, elles se sont battues avec le soutien de la société civile, dont l'association tunisienne des femmes démocrates, pour que la loi protège les femmes de toute violence. Elles ont obtenu gain de cause. Le texte de loi a été adopté par 146 parlementaires et ont pris le soin de spécifier que cette bataille n'était pas dirigée contre les hommes mais contre les dictats sociétaux discriminatoires à l'égard des femmes. Selon la Constitution de 2014, les citoyens et citoyennes sont égaux en droits et devoirs. La loi contre la violence faite aux femmes marque un net progrès pour éradiquer les discriminations à l'égard des femmes. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre la rediffusion à 22h30. Mais ne quittez pas, Kafuna Batili sera là pour le journal en Bambara. Merci et bonsoir.